hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. Et oui, que ce soit dans les prochaines semaines ou les prochains mois que le Bitcoin et les crypto-monnaies sortent de leur tendance baissière, le comportement qu'on va avoir dans les prochaines semaines et les décisions qu'on va prendre vont être très importantes pour notre futur financier. Et dans la vidéo, je vais vous parler de 10 règles d'or en crypto-monnaie pour être profitable dans ce marché-là. Et sérieusement, je vous recommande de prendre un papier et un crayon et de les écrire parce que tôt ou tard, ces règles-là vont être très importantes pour vous dans le marché des crypto-monnaies. Et j'espère qu'elles pourront vous aider dans vos prises de décision pour être des investisseurs profitables dans peu importe lequel des marchés que vous allez investir. Et il y a quelques-unes de ces 10 règles-là qui sont des leçons que nous allons pouvoir tirer des cycles de boom and bust des crypto-monnaies depuis les dernières années. Et il y a plusieurs leçons là-dedans que j'ai appris à la dure et là que vous allez avoir la chance d'apprendre gratuitement dans cette vidéo. Et aussi au début de la vidéo, je vais vous faire une mise à jour sur le marché des crypto-monnaies et du Bitcoin. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo, écouter les 10 règles et dans les commentaires, n'oubliez pas de m'écrire un commentaire sur quelle règle vous a parlé le plus ou s'il manque une règle pour compléter nos 10 règles d'or d'investissement dans les crypto-monnaies. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et sur la chaîne Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, dans les prochains jours, lorsque la poussière sera retombée, on pourra faire un post-mortem sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'écosystème de Terra Luna parce qu'en ce moment, il y a plusieurs rumeurs, plusieurs propositions qui sont en cours, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Aussi, je vais vous faire une vidéo sur les structures de bottom de marché pour voir qu'est-ce qui pourrait s'en venir sur le Bitcoin. Et bien sûr, je vais vous faire une vidéo sur les crypto-monnaies que je vais accumuler pour la suite des choses avant la prochaine montée sur les crypto-monnaies. Et pour terminer, je regarde mes notes, je vais aussi vous faire une vidéo sur les stablecoins et leur avenir. Donc tout ça s'en vient sur la chaîne dans les prochaines semaines. Et avant de commencer la vidéo, encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, et vous êtes responsable de vos propres décisions financières. Donc ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc pour faire la mise à jour brève sur le marché, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? C'est le Bitcoin, c'est stabilisé autour des 29 à 30 000 $. Et là, la question que tout le monde se pose est, est-ce qu'on va avoir un vrai rebond ou est-ce qu'on va monter autour des 35 000 $ ou est-ce que tout simplement on va faire un rollover et venir retester les bas précédents autour des 25 000 $? Ça, honnêtement, on n'a aucune idée de ce qui va se passer sur le court terme parce qu'on le sait que la chute depuis le 7 ou 8 mai des 35 000 $ jusqu'à autour des 26 000 $ a été en fait un signe noir, donc un événement inattendu sur le marché où est-ce qu'on a vu l'écosystème de Luna, le Luna et le UST sont stablecoins qui avaient une valeur d'environ 50 milliards de dollars combinés ensemble qui se sont complètement effondrés et pratiquement tombés à zéro. Donc on a eu 50 milliards en valorisation qui a été effacée en quelques jours du jour au lendemain. En plus de ça, du 8 mai jusqu'à la fin de la chute qu'on voit ici là, du 12 mai, ben en fait, on a les chiffres officiels. On a eu la fondation Luna qui a vendu, en fait, qui a été forcé de vendre 80 000 bitcoins pour tenter de maintenir le peg 1 pour 1 avec son stablecoin, le UST. Donc, c'est 80 000 bitcoins qui ont été dompés sur le marché, en plus de tous les gens qui ont paniqué, qui ont causé cette chute-là. Donc, quand on regarde ça, on se rend compte que quand même le bitcoin a été résilient pour réussir à se stabiliser autour des 29 à 30 000 $ pour l'instant. En plus de ça, si on va voir la charte de Binance, qui est le plus gros exchange, pour voir les volumes, ben on voit qu'on a le retour du volume. Vous voyez ici l'explosion du volume lorsqu'on est arrivé au bas. On avait vu la même chose en mai l'année passée lorsqu'on avait eu la grosse correction. Et on avait vu la même chose lors du crash du COVID. Donc on a des volumes qui ressemblent à des moments de capitulation. Donc ça veut dire que potentiellement, on va finir par trouver un bas sur le Bitcoin. Et l'autre chose encourageante qu'on a vu en fait, c'est que on a quand même vu cette chandelle-ci, où est-ce que le Bitcoin est passé de 26 000 jusqu'à plus de 30 000 $. Donc, ça veut dire que quand même, lorsqu'on a atteint les 26 000, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui se sont manifestés, ou tout simplement, c'était comme on a vu à la vidéo passée, les entités qui avaient shorté le Bitcoin et causé le crash du UST ont racheté leur position short. Donc ça reste à voir. Mais la bonne chose, c'est qu'on a plus les 80 000 Bitcoins de la fondation Luna
qui sont un épée de Damoclès au-dessus de notre tête parce qu'on sait qu'ils sont vendus maintenant. Et quand on réfléchit à tout ça, c'est quoi? Quelle a été l'erreur de Luna? Mais en fait, l'erreur fatale, c'est d'avoir décidé de changer de protocole en backant leur stablecoin par du Bitcoin. Et ça a fait en sorte que le UST est devenu une crypto-monnaie, un stablecoin sous-collatéralisé. Et ça, c'est quelque chose d'impossible dans le monde des crypto-monnaies. On connaît la crypto-monnaie, le stablecoin DAI, qui est le stablecoin sur-collatéralisé. Donc, chaque dollar, chaque DAI est backé, donc collatéralisé par soit des crypto-monnaies ou d'autres stablecoins. Donc, ça fait en sorte que l'écosystème est solide, contrairement à ce que Luna a fait avec son UST. Et honnêtement, je pense qu'on va voir d'autres types de stablecoins arriver dans les prochaines années. On en parlera dans une autre vidéo. Et pour terminer l'analyse brève sur le Bitcoin aujourd'hui, on voit toujours les baleines de chez Bitfinex qui accumulent des positions longues sur le Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il y a des entités qui parient à la hausse en ce moment sur le Bitcoin. Et comme je vous répète depuis les dernières vidéos, habituellement, les baleines de Bitfinex, c'est rare qu'ils n'ont pas raison. Donc, éventuellement, on risque de voir un rebond sur le Bitcoin. Mais est-ce que ça va tenir? Ça, c'est la question. Et en fait, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. On ne peut que transiger le marché qu'on a devant nous. Donc, on doit être patient et regarder qu'est-ce qui se passe. Et d'un autre côté, il y a certaines stratégies qu'il faut faire en ce moment, maintenant qu'on est dans un marché incertain et qu'on pourrait même aller dans un bear market prolongé. Mais en fait, généralement, qu'est-ce qu'on voit dans un bear market? On voit la dominance du Bitcoin qu'on voit ici, qui vient qu'à monter. Et on voit tous les petits projets de crypto-monnaies spéculatifs se faire défoncer. Donc, de mon côté, je vous rappelle mes actions. Pratiquement tous les petits projets en crypto-monnaie, je les ai vendus pour les mettre dans des gros projets en crypto-monnaie en termes de capitalisation. Et j'ai vendu quelques crypto-monnaies pour avoir un peu de stablecoin de côté lorsqu'on a touché mes stops mentales. Et où est-ce qu'étaient mes stops mentales? En fait, c'est lorsque j'ai vu le Bitcoin descendre sous les 33 000 $. Là, ça a été un moment où est-ce que j'ai pris certains profits sur des crypto-monnaies. Et ça, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc maintenant, parlons des 10 règles d'or pour réussir en crypto-monnaie. La première règle d'or, c'est que chaque personne est responsable de son propre portfolio. Lorsqu'on est investisseur, on est responsable de deux choses, du moment qu'on achète et du moment qu'on vend. Seulement ces deux choses-là qu'on est responsable. Donc, pour tous les gens en ce moment là qui chialent après les whales, les market makers, après les YouTubers, après les gens sur Twitter, mais rappelez-vous que vous êtes responsable. Tu es responsable de quand tu achètes et de quand tu vends. Et il y a personne d'autre que toi qui est responsable de ton portfolio. Ça, faut que tu le comprennes. Et ça peut paraître dur comme ça. Mais ne faites pas comme si vous le saviez pas. Ne mettez pas le blâme sur les autres parce que si vous mettez le blâme sur les autres quand ça crache, mais vous allez mettre le succès sur les autres quand ça monte et vous allez jamais vous sentir vraiment responsable de ce que vous faites. Et ça, c'est le secret pour être un investisseur non profitable. Et peu importe dans la crypto-monnaie dans laquelle on investit. Par exemple, ici, on a la charte de Solana. Si de ton côté, tu avais investi lorsque Solana était ici autour des 75 $, mais c'est important pour toi d'avoir un plan de sortie. C'est important d'avoir un plan de sortie. Donc, d'avoir pris des profits dans toute la montée. Et à l'inverse, lorsqu'on atteint un certain chiffre, par exemple, que le prix de Solana commence à descendre, ben, tu es responsable de sortir de ton investissement. Par exemple, si tu t'étais fixé un plan de sortie que si Solana descendait en bas de 75 $, tu sortais, ben, c'est le temps de sortir, tout simplement. Et c'est la même chose pour une crypto-monnaie comme Luna. Si, par exemple, vous avez acheté autour des 5 à 10 $ et que vous n'avez pas pris de profit, ben, au moins, c'est important d'avoir une cible de sortie. Par exemple, on a une ligne de tendance ici. Est-ce que vous aviez un plan que si on défonçait la ligne de tendance vers le bas, vous vendiez? Mais si c'était votre cas, vous auriez pu vendre le Luna lorsqu'on était autour des 50, 60 $ et quand même avoir des profits monstrueux. Et si vous étiez un trader plus court terme, ben vous avez sorti de vos positions lorsqu'on a brisé la ligne de tendance court terme autour des 85 $. Et pour les gens qui avaient pas de plan, ben qu'est-ce qui est arrivé? Ben ils ont été obligés de subir la perte incroyable qu'on a vue ici sur Luna. Donc, vous êtes responsable de quand vous achetez, de quand vous vendez. Vous êtes responsable de vous faire un plan d'entrée et de sortie. Et ça, malheureusement, je pense que c'était une dure leçon pour certaines personnes. Et comment se faire un plan? Ben là, à ce moment-là, c'est de se former pour être capable de lire des chartes, pour comprendre les cycles de marché, autant dans la finance traditionnelle que les crypto-monnaies. Et ça demande de l'engagement. Maintenant, deuxième leçon, c'est une leçon de patience. Lorsqu'une crypto-monnaie fait plus que x100, vous pouvez vous dire que vous ne touchez pas à cette crypto-monnaie-là si elle a fait x100 tant et aussi longtemps qu'on n'est pas revenu à des zones de rechargement. Et des zones de rechargement, ça prend de la patience
Et une autre sous-règle dans cette règle-là, c'est qu'il y a toujours une deuxième chance dans le monde des crypto-monnaies. Donc, vous avez deux choix dans le monde des crypto-monnaies. Soit que vous êtes très tôt, ou soit que vous êtes très patient pour ce qui est des projets de qualité. Et regardez ici, on voit la crypto-monnaie Sand de Sandbox, en fait, qui a fait plus que x10. On a fait x11 lors de l'automne passé, où est-ce que les metaverses étaient à la mode. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Vous voyez ici, on a le breakout qui s'est fait juste ici, avec beaucoup de volume. Et généralement, lorsqu'on voit une montée verticale comme ça, ben ça attire beaucoup d'investisseurs amateurs qui viennent qu'à découvrir Sandbox lorsqu'on est à son sommet, par exemple, autour des 5$. Et ensuite, les market makers vendent tranquillement leur position à profit. Donc, les market makers qui ont fait monter le prix sur les premières vagues prennent des profits dans toute la vente. Et généralement, on vient qu'à retracer pratiquement complètement le breakout, comme on voit ici, vous voyez. On a commencé le breakout lorsque Sandbox était autour des 75 centimes. Et là, on est venu descendre le 12 mai autour des 1$. Donc, vous voyez, c'est généralement ça qui se passe au niveau des crypto-monnaies. Et on peut aller voir un peu plus tôt. C'est pratiquement la même chose qui s'est passé en 2021. On a eu un premier breakout lorsque Sandbox était autour des 5 centimes. On a monté jusqu'à 91 centimes. Et ensuite, on est venu retracer tranquillement jusqu'autour des 16 centimes. On n'a pas retracé complètement, mais généralement, on vient pratiquement qu'à retracer au complet. Maintenant, troisième règle d'or, c'est qu'en crypto-monnaie, on a beaucoup de volatilité. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la spéculation. Spéculation égale risque. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Paul, dis-moi quel crypto acheter qui dans 5 ans vont être encore là. Et moi, je réponds tout le temps, est-ce que vraiment tu vas être capable de soutenir 5 ans avec la volatilité qu'on voit là dans les crypto-monnaies? Parce que là, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont acheté une crypto-monnaie comme AV, par exemple, qu'on sait qu'elle est là pour le long terme, mais qui ont acheté ça autour des 400$ et en ce moment qui voient leur investissement qui a fondu de près de 75%. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont pas capables de soutenir la volatilité et c'est là qu'ils vendent à perte. Donc, si vous investissez dans les crypto-monnaies, si vous n'êtes pas capable de soutenir la volatilité, ben assurez-vous d'avoir des cibles de vente, comme on a parlé au début de la vidéo, que si on atteint un certain prix, ben vous vendez et vous coupez les pertes. Et c'est important de comprendre que en crypto-monnaie, on fait de la spéculation, donc il y a de la volatilité et il y a du risque. Et là, on a vu, il y a des crypto-monnaies et des projets qui vont fonctionner et des crypto-monnaies qui vont pas fonctionner. Et ça, c'est un principe important à comprendre parce que parfois, on est trop tôt, parfois, on est trop tard dans une technologie. Et ça, c'est vraiment dur d'arriver à un bon timing dans tout ce qui est l'investissement. Et même parfois, des projets qui semblent vouloir marcher, comme on a vu avec Luna, ben il peut arriver des événements inattendus qui fait que l'investissement va à zéro. Ce qui amène à la quatrième règle d'or, c'est la diversification. Et là, vous l'avez vu avec Luna, on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que si il arrive un problème avec notre panier, ben on perd tout. C'est pour ça que lorsque je vous fais des vidéos, par exemple, que je vous parle de mon portefeuille, vous voyez, j'ai toujours plus de 20 crypto-monnaies dans mon portefeuille parce que je refuse de mettre plus que 10% de mon portefeuille dans une seule crypto-monnaie parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et ça, je l'ai vu avec le temps. Même parfois, des crypto-monnaies qui peuvent paraître solides vont avoir des corrections de 95%. Et même, il y en a qui peuvent disparaître. Donc, la diversification, c'est très important. Et c'est ce qui peut vous sauver les fesses. Parce qu'en fait, on sait jamais quel projet va monter en premier et quel projet va finir par crasher. Donc, comment se diversifier? Ben, c'est dans plusieurs crypto-monnaies, dans plusieurs catégories. Avoir des stablecoins de côté. Diversifier aussi son allocation, mettre un plus gros pourcentage de son portfolio dans des crypto-monnaies plus solides. Et les crypto-monnaies moins solides ont moins gros pourcentage. Ce qui m'amène à la cinquième règle d'or, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, vous lisez sur une crypto-monnaie et on vous offre des rendements incroyables, on fait du buyback, on fait du burning incroyable, et que vous vous rendez compte que la crypto-monnaie a une économie interne qu'elle ne peut pas soutenir, ben souvent c'est parce que c'est un Ponzi et c'est pas vrai. Donc si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. C'est la même chose pour tous les scammers. Il y a plein de fraudeurs qui essaient de se faire passer, par exemple pour moi sur YouTube, qui vont vous promettre des rendements ou des robots qui donnent des 1% par jour. Et c'est impossible de donner 1% par jour à tous les jours si vous êtes un trader, parce que tout simplement, il y a des journées que vous allez faire de l'argent et des journées que vous allez perdre de l'argent. Et ça fait partie du jeu. Donc tous les gens qui vous promettent des pourcentages de gains à chaque jour, ben éloignez-vous de ça. Éloignez-vous des crypto-monnaies qui sont trop belles pour être vraies. La sixième règle d'or pour réussir en crypto-monnaie, ben, c'est de repérer les tokens avec un bon tokenomics et de connaître les cédules de vesting.
Donc, si c'est du chinois, qu'est-ce que je vous dis là? Ben, je vous recommande d'écouter la vidéo qui est ici, qui vous explique en long et en large les tokenomics et le vesting. En gros, c'est que de nos jours, on voit de plus en plus de projets où est-ce qu'on a des investisseurs privés qui ont reçu des tokens à bas prix, qui à chaque 3 mois ou à chaque mois reçoivent une partie de leurs tokens et les dompent sur le marché. Et on peut voir une augmentation du supply en ligne droite, comme on est en train de voir ici, par exemple sur la crypto-monnaie Casper, que je vous disais que c'était un très mauvais moment pour acheter parce qu'on allait avoir une inflation monstre sur le token. Et je pense que j'ai été probablement un des premiers à en parler sur YouTube, des tokenomics pourris qu'on voit sur la plupart des crypto-monnaies, parce que ça a été repris par plusieurs YouTubers après mes vidéos sur les tokenomics, et c'est parfait. Ça devrait être comme ça. Les YouTubers devraient se soucier des tokenomics avant de parler de certains projets, et vous aussi avant d'investir dans certains projets. Et le genre de tokenomics qu'on veut voir, c'est des projets par exemple comme AV, où est-ce qu'on voit pratiquement le Circulating Supply qui équivaut au Total Supply, et ça fait en sorte qu'on peut pas se faire domper des tokens dessus par des gens qui sortent de nulle part, parce qu'on se rappelle que pour faire un marché, c'est toujours l'offre et la demande. Et là, ça devient injuste lorsqu'on a une inflation comme celle-ci avec des gens qui ont reçu le token pour des prix dérisoires qui dompent ça sur la communauté. Et là, en 2022, c'est vraiment l'année des tokenomics pourris. On va voir plusieurs tokens et leur prix s'effondrer parce que il y a plusieurs dirigeants d'entreprises en crypto-monnaie qui comprennent vraiment pas l'effet que peuvent avoir le dumping de tokens sur le marché. Donc, réviser les tokenomics des projets dans lesquels vous investissez, c'est un must. Donc, la 7e règle d'or des crypto-monnaies pour réussir, ben, c'est de prendre des profits. Prenez des profits. Ça, c'est vraiment important. Dans toutes les montées, même quand on commence à descendre, prenez des profits. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on veut, nous, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, c'est de réussir à attraper les quelques mois dans les années où est-ce que on a des montées paraboliques, comme ici on voit le Bitcoin qui avait pratiquement fait x100 de 2016 à 2017. On veut attraper ça. On avait vu en 2019 le Bitcoin faire un x4. Mais après, on voit qu'on a plusieurs mois où est-ce que le marché reste de côté, est ennuyant. Donc, on doit saisir ces opportunités-là qui sont comme des vagues. Par exemple, si vous regardez les vagues passées, vous êtes de côté, vous voyez une vague passer et puis, il n'y a plus de vague pendant quelques secondes. Et puis, on voit une autre vague passer si on regarde l'océan. Il faut saisir les vagues de profit qu'il y a en crypto-monnaie. Et il y en a tout le temps, mais par contre, les corrections sont brutales, donc on doit prendre des profits. Et ce que je vais changer pour l'année 2022, de mon côté, j'ai pris des profits incroyables en 2020, en 2021, même en 2022, je me suis gavé partout. Par contre, qu'est-ce que je faisais, c'est que la plupart des profits, j'ai réinjecté dans des crypto-monnaies qui n'ont pas monté, mais là, je vais changer mon plan. La différence que je vais faire à partir de cette année, c'est que je vais prendre des profits en stablecoin. Donc, quand je prends des profits, je vais investir 50% de mes profits dans une crypto-monnaie qui n'a pas monté de qualité et un autre 50% que je vais garder en stablecoin au cas où on aurait une correction de marché, parce que lorsque les crypto-monnaies crashent, ben tout crash en même temps. Et en général, qu'est-ce qui mange la claque? C'est les altcoins de petite capitalisation. Et en ce moment, par exemple, on est dans une correction importante et c'est génial d'avoir des stablecoins de côté parce qu'on fait des aubaines en or et c'est là que les x50 et les x100 sont faits. C'est lors des crashs de marché comme on voit en ce moment, si on a des stablecoins de côté. Et mon plus grand regret en 2018, ça a été de pas avoir assez pris de profit. Et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est ça qu'on voit en ce moment, c'est de pas avoir pris assez de profit. Mais on va aller voir la leçon numéro 8, qui est après 2018. Mon plus grand regret, c'est de pas avoir pris assez de profit. Et après ça, mon plus grand regret, c'est qu'en 2019, je me suis détaché du marché des crypto-monnaies. J'ai focusé sur le marché des actions parce que j'avais été dégoûté par le crash de 2018 et ça m'avait fâché. Et ça l'a fait en sorte que ça m'amenait mon plus grand regret en 2020, c'est de pas avoir resté dans le marché des crypto-monnaies, même si on était dans un marché baissier. Et fiez-vous sur moi qu'en 2022, même si on a un marché baissier prolongé, je ne vais pas quitter le marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est dans les marchés baissiers qu'on peut aller faire des x100. Donc si j'avais resté dans le monde des crypto-monnaies à 100%, en fait, je continuais à transiger quand même du Bitcoin, mais j'étais beaucoup moins intéressé aux technologies jusqu'à mi-2020. Donc, en fait, si j'avais resté en début 2020, j'aurais pu attraper des projets DeFi qui ont toutes fait des x100 et j'aurais été beaucoup plus riche maintenant. Donc, l'idée de la règle numéro 8, c'est ne pas quitter le marché des crypto-monnaies à cause du prix.
Et justement, même c'est lorsque le prix corrige qu'on doit faire de plus en plus de recherches et s'intéresser aux projets qui vont continuer de développer. Et un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes sur Twitter, que vous suivez un projet, et si les dirigeants d'entreprise ou le projet tweet sur le prix de sa crypto-monnaie, ben courez, c'est un projet de merde. Un vrai bon projet de crypto-monnaie ne devrait jamais parler du prix de sa crypto-monnaie ou tweeter sur son prix, parce qu'en général, c'est des projets qui vont finir par valoir 0$. Souvenez-vous de ça. Maintenant, la règle numéro 9. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tout évolue très vite en crypto-monnaie. Et lorsque vous investissez dans une crypto-monnaie, ça se peut que tout le tokenomics, que toute la direction du projet ou la vision du projet change complètement en l'espace d'1 an. Et ça m'est arrivé souvent. J'investis dans une crypto-monnaie et puis quelques mois après, je me rends compte que les dirigeants changent complètement de vision d'entreprise. Donc, c'est pas pour ça que j'avais investi. Et à ce moment-là, on devrait sortir notre investissement de ces projets-là lorsqu'ils n'ont plus la même vision de ce pourquoi on avait investi au départ. Et ça, c'est très régulier en crypto-monnaie qu'on voit des crypto-monnaies qui commencent, ont une vision, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'utilisateurs et ils vont changer leur vision. Ils vont se lancer dans des idées à la mode, là, par exemple, inventer une metaverse, les NFT, peu importe le mot à la mode, ils vont inventer qu'est-ce qui fit avec pour attirer des investisseurs et ça, généralement, faut s'en sauver. La 10e règle d'or, ben, c'est de ne pas penser que cette fois, c'est différent. Parce que je me souviens, parce que ça a été, je pense, mon erreur en 2022, c'est que je pensais que les cycles allaient s'allonger sur le Bitcoin. Et une autre chose que je pensais, c'est que, étant donné qu'il y avait beaucoup d'investisseurs institutionnels, je pensais pas qu'on allait voir le Bitcoin crasher plus que de 50%. Et je pensais pas qu'on allait voir certaines grosses crypto-monnaies corriger de plus de 90%. Mais en réalité, les choses se ressemblent pas mal tout le temps. On a différents narratifs et on essaie de vous faire croire que cette fois, c'est différent. J'ai tombé dans le panneau pour 2022, mais en général, les choses se ressemblent pas mal d'un cycle à l'autre. Donc si on voit des cycles de boom and bust, on va encore voir des cycles de boom and bust pour la suite des choses. Donc quand même, c'est pas parce que quelque chose s'est passé dans le passé que ça va exactement se passer la même chose dans le futur, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses se ressemblent quand même étrangement, très souvent. Et c'est en comprenant ça qu'on peut surfer les narratifs et surfer les bonnes vagues pour faire de l'argent. Et je vais vous rajouter 2 autres règles d'or bonus. La règle numéro 11, c'est que même si on investit en crypto-monnaie, je pense que c'est important de se former sur l'économie en général, la finance traditionnelle, le marché des actions et surtout le marché de la dette. Parce que c'est le marché de la dette, c'est le crédit, c'est l'impression monétaire qui est le driver, qui est ce qui dirige tous les marchés en ce moment. Et c'est important de comprendre ça. Et là, on voit la Fed qui menace d'arrêter l'impression monétaire et on voit tous les marchés corriger ensemble. Aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que maintenant, on a une corrélation entre le marché des crypto-monnaies et le marché des actions. Pourquoi? Mais parce que c'est considéré comme des actifs à risque, mais aussi pourquoi? Parce que maintenant, on a les mêmes investisseurs, les mêmes acteurs qui transigent dans le marché des actions et le marché des crypto-monnaies. Alors qu'avant, il y en avait des acteurs différents dans le marché des crypto-monnaies, certaines baleines qui dirigeaient le prix des cryptos, mais là, vraiment, on a les investisseurs de Wall Street et les gens de la finance traditionnelle qui sont entrés dans le marché des cryptos. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment le marché de la finance traditionnelle se transige pour pouvoir mieux transiger dans le marché des cryptos. Et 12e règle d'or, ben ça, c'est pour vous aider à voir quand est-ce que c'est la fin de la bulle spéculative. Ben, c'est lorsqu'on voit des tokens, des cryptos de merde, comme tout qu'on voyait l'économie de chien, qu'il y avait des explosions à la hausse, ou les metaverses, que c'était des projets, c'était seulement des white papers avec aucune metaverse qui était bâtie. Mais en fait, lorsqu'on voit tous ces projets de merde-là qui explosent à la hausse, souvent, c'est qu'on arrive à la fin de la bulle spéculative. Donc, si vous comprenez ça, c'est le moment de prendre des profits. Donc, cette règle d'or-là peut vous sauver beaucoup d'argent aussi. Donc, voilà pour les 12 règles d'or en crypto-monnaie pour faire des profits. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris. Vous les voyez ici. En résumé, je vous invite à prendre un screenshot de l'image que vous voyez ici. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo, dans les prochains jours. Donc je vous dis merci d'avoir été là. Bonne journée tout le monde. Bye bye.